إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur Qanat al-Qur'an al-Karim, sur le plateau de Sur la voie du changement, avec nos invités Kamal Cheket, membre fondateur de la Ligue des oulémas des pays du Sahel, Cherif Driss, docteur à l'École nationale de journalisme, et Maryam Bouzid, enseignante à la retraite. Alors, lorsqu'on parle du secteur de l'éducation nationale, il s'agit entre autres d'un budget annuel de plus de 789 milliards de dinars, de plus de 27 000 établissements scolaires, de plus de 9 millions d'élèves, tous cycles confondus, et de près de 750 000 fonctionnaires, dont 90% appartiennent à l'encadrement pédagogique. C'est dire toute l'importance des hommes et des femmes qui ont la lourde tâche d'éduquer nos enfants. Quel constat donc peut-on faire sur l'école algérienne aujourd'hui? Quels sont les défis que doivent affronter les enseignants algériens pour mettre leur savoir et leurs compétences au service de l'élève? Y a-t-il une réalité algérienne à prendre en compte pour comprendre la situation qui prévaut dans ce secteur décisif? Ma première question à vous, Maryam Bouzid. Vous êtes enseignante à la retraite. Vous êtes tout de même assez jeune quand même, pour être déjà à la retraite. Pourquoi? C'était en fait un choix conscient et délibéré. C'est la retraite administrative. Mais au fait, je voulais m'épanouir en faisant autre chose que de prendre en charge une classe ou plusieurs classes à la fois. Entre autres, la formation. La formation des enseignants, par exemple. Je suis prof formateur et coordinateur aussi. Donc, je voulais m'occuper de la formation. J'ai remarqué et constaté sur le terrain qu'il y avait des dysfonctionnements. Vous formez donc les futurs enseignants. Futurs enseignants. Ceux qui sortent fraîchement des universités et qui sont recrutés dans des écoles. Pourquoi changer comme ça de type de formation? Donc, au lieu de former les élèves, donc de faire carrément donc, enseigner les élèves, vous allez vers la formation des enseignants. Pourquoi ce choix? Je vous ai dit, il est délibéré et en plus, je voulais faire autre chose. Je suis fatiguée. C'est la fatigue, oui. Donc, vous avez peut-être fait un constat autour de la qualité de l'enseignant? Heureusement, oui. Donc, quel constat avez-vous fait? Par rapport déjà aux enseignants qui viennent fraîchement des universités, il y a du travail. Il y a du travail. En tant que prof coordinatrice et en tant que prof formatrice, j'avais déjà commencé avant de prendre ma retraite donc à travailler avec ces enseignants et ce n'était pas une tâche facile. Il fallait faire beaucoup de choses, il fallait, j'allais dire, presque revenir à zéro. Et ça demandait trop de temps. C'est pour cela que j'ai pensé qu'après ma retraite, j'allais m'occuper de la formation. Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui manquait chez ces profs, ces enseignants? Beaucoup de choses, Quoi? Énormément de choses. À commencer par, j'allais dire, connaître les approches, la psychopédagogie. Je vous ai dit, c'était un travail, j'allais dire, de titan quand même. Mais ne sont-ils pas censés avoir eu cette formation Je ne sais pas comment que ça se passe maintenant, quel genre j'allais dire, d'enseignement ils ont reçu, mais quand ils viennent sur le terrain, et qu'ils m'excuseront de manière générale, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas présenter un cours, ils ne savent même pas parler avec des élèves. Moi, je pense qu'il y a du travail. Peut-être parce qu'ils viennent aussi disons, de spécialités différentes. C'est peut-être cela aussi. En principe, ils sont formés, en principe, ils ont reçu un enseignement... Au niveau de l'école des enseignants. Des enseignants. C'est pas cela. Il y a aussi les licences libres, c'est un peu hétérogène. Il y a des ingénieurs. Il y a des ingénieurs, oui. Non, en principe, il n'y a plus d'ingénieurs maintenant. Ce sont tous des enseignants qui sont censés sortir. Les LMD. Oui. D'accord. Oui. Mais ils ne viennent pas tous du secteur de l'enseignement. La formation universitaire, je parle.
C'est-à-dire, on va prendre matière par matière, c'est différent. Mais moi, je suis enseignante de français. Ce sont forcément des enseignantes qui ont des masters 2, oui, en français. D'accord. Alors, donc, revenons donc à votre parcours. Oui. C'est comment être enseignant dans l'école algérienne? Il faut d'abord aimer. Je vous signale au passage que j'ai pas fait, je suis pas sortante c'est-à-dire de l'école qui est censée former des enseignants. Je suis ingénieure d'État en économie agroalimentaire. Et c'était un choix aussi délibéré. Je voulais faire enseignement. C'était durant la décennie noire, de toutes les manières. Et j'ai commencé à exercer en tant que contractuelle dans des lycées. Et puis je me voyais passer, j'allais dire, le concours d'intégration. Et puis hop, une année après, c'était prof stagiaire, ensuite prof titulaire. Et j'allais dire, je me suis intégrée totalement dans l'enseignement, mais avec beaucoup de formation aussi. Vous avez eu beaucoup de formation dès le début de votre intégration dans le monde du travail. Avant même d'être intégrée. Oui. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque aujourd'hui. Et c'est à cela que vous avez été confronté aujourd'hui dans la formation. Je l'ai fait avec plaisir pour les enseignantes avec lesquelles j'ai travaillé dans mon parcours et je le referai avec plaisir. Donc l'un des premiers problèmes, donc, c'est celui de la formation des enseignants. Quels sont les autres soucis auxquels vous avez eu à faire face durant votre parcours d'enseignante? J'allais dire les soucis que vous connaissez tous, la surcharge des classes, le manque de moyens pédagogiques, l'encadrement, je dirais aussi les dysfonctionnements qui puissent exister au sein même des administrations aussi, à savoir, c'est-à-dire des emplois du temps adéquats, des classes, j'allais dire pas avec des niveaux trop différents. Chérif Delès, Madame Bouzid évoque de nombreux soucis, alors des enseignants pas très formés, surcharge des classes, manque de moyens, etc. Est-ce que ça, c'est des particularités de l'école algérienne? Parce qu'on entend parler de cela très très souvent, quasiment à tout début d'année scolaire, durant l'année scolaire. Est-ce que ça, est-ce que c'est cela la réalité algérienne? Non, je ne le crois pas. La particularité algérienne. Non, je ne le crois pas. C'est-à-dire que le problème qui se pose au niveau de l'éducation nationale se pose à tous les niveaux, avec des différences bien entendu. J'abonderai dans le sens qui a été évoqué par Madame Bouzid lorsqu'elle disait qu'il faut aimer. Moi, j'irai plus loin en disant que, être enseignant, c'est un sacerdoce. Oui, et de deux, on ne naît pas enseignant, on le devient. Elle a évoqué un point très important qui est la formation. C'est-à-dire que, en fait, il y a des écoles supérieures, les ENS, qui forment, c'est-à-dire dans le métier de l'enseignement, dans les différents paliers, primaire, moyen, secondaire. Il y a un enseignement qui est dispensé à la fois théorique, mais un enseignement, on va dire, pratique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas d'enseignement, on forme au métier d'enseignant. C'est dire qu'il n'y a pas uniquement le côté théorique, il y a le côté pratique, qui est très important. Le problème se pose effectivement en Algérie quand on se plaint en disant que la nouvelle génération d'enseignants qui vient sur le marché n'est pas assez formée, n'a pas les compétences. Bon, le problème, il est très complexe. Moi, je vous avoue que je suis incompétent pour traiter de ces questions-là. On est tous, avant d'être des enseignants, on est des parents. Et on le ressent à travers nos enfants, quand on les voit dans les examens, on les accompagne et tout. On se dit peut-être que, notamment quand on discute avec les enseignants, lorsqu'il y a les rencontres entre parents et enseignants, c'est qu'il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire qu'un problème, ça peut se poser au niveau du savoir, c'est-à-dire des connaissances. Il y a un problème qui se pose aussi au niveau de la pédagogie. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur une personne qui est très qualifiée, très compétente. Elle a les qualités nécessaires. Mais elle n'a pas été formée pour transmettre ce savoir. C'est la didactique. Donc c'est ça, quand on parle, il y a la pédagogie et la didactique aussi. La didactique. Donc le problème se pose à différents niveaux. Ce n'est pas uniquement parce que ces gens-là, quand ils arrivent, ils sont issus d'université, ils sont forcément mal formés ou incompétents. Vous pouvez tomber sur des éléments qui sont très compétents, qui disposent de toutes les qualités nécessaires, mais qui sont incapables d'enseigner. Vous les mettez dans une classe
de 20, de 10. Parce qu'il faut gérer aussi. Il faut gérer, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle dans les écoles, les ENS, on a un module qui s'appelle la psychopédagogie. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a la pédagogie, il y a aussi la psychologie. On ne s'adresse pas à un enfant de 8 ans comme on s'adresse à un enfant de 14 ans, de 18 ans, et voire même un universitaire de 22 ans. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on est en face, l'enseignant, quand il est là, c'est un passeur. Il transmet un message, il est en pleine communication. Il y a ceux qui réussissent, il y a les qualités qui sont intrinsèques, qui sont innées, qui sont fondamentales, qui peuvent aider. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait de la formation aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une idée, qui a un accompagnement, un accompagnateur, qui a les moyens, mais le problème, il n'a pas reçu le savoir-faire nécessaire pour faire de lui un enseignant capable de transmettre un message et former. Donc voilà, le problème se pose à différents niveaux. Ailleurs, il y a bien entendu, nous, l'idée des ENS, on l'a importé, notamment c'est le modèle français. Ailleurs, c'est-à-dire que déjà le choix pour accéder au concours de devenir enseignant, c'est-à-dire qu'il y a une certaine écrémage. Oui. Il y a une sélectivité qui est très rigoureuse. C'est-à-dire qu'on sélectionne les éléments, même s'ils ont des diplômes, des masters, ils ont des licences. Pour être professeur des écoles, il faut vraiment... Tout à fait. C'est-à-dire que là, il y a un critère qui est très important. En Algérie, maintenant, les ENS, vous savez, pour faire une formation de 3 ans pour devenir professeur des écoles, il vous faut minimum 15,5, 94 de moyenne. C'est-à-dire que bon, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on fait déjà en amont, on fait l'écrémage. Mais cet écrémage, cette sélectivité, cette exigence ne doit pas se limiter à la sélection. Elle doit être consolidée par une formation de qualité appuyée sur des programmes innovants, une réforme des programmes. Deuxième élément, la mise à la disposition des enseignants de tous les moyens pédagogiques et didactiques. Troisième élément qui est très important, c'est une fois formé, que la formation devrait être continue. On ne s'arrête pas, c'est-à-dire que c'est la continuité, ce qu'on appelle la formation continue. Et in fine, c'est-à-dire que last but not least, il y a la motivation qui n'est pas uniquement symbolique, mais qui doit être matérielle aussi. Je pense qu'il est temps de reconsidérer, c'est-à-dire que l'aspect socio-économique, le statut doit être par une revalorisation salariale qui prend en considération de la spécificité de ce métier, que certains qualifient, c'est-à-dire comme l'un des métiers les plus pénibles, c'est-à-dire toute proportion gardée. Avant de reparler de cette question de revalorisation salariale, justement par rapport à cette question-là de former régulièrement et continuellement les enseignants, on doit les former aussi à faire face peut-être aussi à un nouveau type d'élèves. Oui, de nouveaux profils. Oui. Parce que les élèves aussi ont évolué. Ils ont changé. Il y a certains paramètres aujourd'hui dans l'école qui n'existaient pas il y a quelques années. Je n'en disconviens pas. Et vous avez bien fait de l'évoquer pour la simple et bonne raison, parce que l'enseignant est le produit de la société. La société, elle évolue. Il y a de nouvelles exigences, de nouveaux défis, de nouvelles attentes, de nouvelles façons de voir. On ne peut pas parler à un enfant de 8 ans comme on le faisait il y a 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas la même perception. Donc là, il y a la dimension psychologique qui est très importante. Et là, je passe le contrôle de Mme Bouzid, parce que là, l'aspect psychologique, il est très important dans la pédagogie. Il y a un élément fondamental, on demande le plus de temps, c'est de parler le langage des enfants. On dit c'est quand quelqu'un vient de l'université, même s'il a beau être, la personne elle a beau être brillante, très compétente, mais cela ne suffit pas pour être une enseignante. Il faut adapter son langage. Il faut adapter son langage, adapter sa façon de se comporter avec les enseignants. Et notamment, c'est des catégories les plus fragiles. Un enfant, le primaire, ça commence de 6 ans, ça commence préscolaire 5 ans, 8 ans, 9 ans, 14 ans, ce n'est pas aussi évident. Oui. Combien de nous, c'est-à-dire que des fois quand on nous convoque avec les profs, on parle des questions, non, votre enfant il est incapable, votre enfant est turbulent et tout, on se plaint, votre enfant bouge trop. Mais écoutez, c'est un enfant qui bouge.
qui jouent, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire pas pouvoir rester toute la journée pendant 4 heures assis et ne pas bouger, c'est pas possible. Mais il y a un aspect très important, si vous permettez, je vais pas monopoliser la parole, c'est peut-être qu'il y a un problème de perception. C'est qu'on s'attend toujours à ce que c'est l'école qui éduque l'enfant. Oui. On se décharge, on dit, tiens, on envoie notre enfant à l'école, et il est là-bas toute la journée ou demi-journée, c'est à l'enseignant de l'éduquer. Et c'est une fausse perception. C'est-à-dire que là, c'est une erreur qu'on commet généralement. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant entre de plus en plus tôt à l'école. Si ce n'est pas l'école, il est dans la crèche à partir de l'âge de 18 mois, parfois même plus tôt. Mais bon, on va commencer. Il y en a qui commencent à 18 mois, 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge adulte, ils sont dans un autre, dans un univers... Les nouvelles approches en pédagogie, on dit qu'il faut s'écarter de cette fausse idée qui dit que l'enfant est l'apprenant. On ne va pas parler d'enfants, d'élèves. L'apprenant est une page blanche sur laquelle on peut tout écrire. Il y a l'approche socio-constructiviste qui dit que l'apprenant, soit un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 19 ans, quand il vient, il y a un background. C'est clair. Il y a un background. Cela d'autant plus qu'avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, vous avez un enfant de 3-4 ans, il prend le téléphone, le smartphone de son père ou de son grand frère, et ainsi de suite, il l'utilise. Vous dites votre enfant, fais-moi un vidéo YouTube ou un dessin animé. Vous dites non, on n'a pas de connexion. Ah tiens, tu es en train de me mentir. Voilà, je vois les 4 barres, donc il y a la connexion. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont très précoces et très malins. D'accord. Kamal Cheket, le professeur, l'enseignant, a failli devenir un prophète. كاد المعلم قبل المعلم وأوفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. Alors justement, il y a toute une problématique pour que cet enseignant puisse accomplir sa tâche comme il se doit. D'abord, il y a d'abord comment il doit donner tout ce qu'il sait, donc passer son savoir et ses connaissances. Oui. Et donc, il y a tout plein de paramètres, on en a cité quelques-uns. Et il y a aussi tous les problèmes liés à la condition socio-économique même de l'enseignant. C'est vrai. Bon, c'est un tout. Je dis cela parce que j'ai, notamment avec les enfants, j'ai été instituteur coranique pendant 3 ans. Donc, et je peux vous l'assurer, la directrice de l'école primaire de mon quartier était toute heureuse, toute contente chaque année quand on envoyait les presque 60 à 70 élèves de l'école coranique qui savaient déjà lire et écrire. C'était un travail, on travaillait beaucoup, on était à 2 par classe et on innovait dans la mesure où dans la cour je leur faisais faire des jeux où j'allais trouver cela dans des écoles primaires russes par exemple, des jeux tout en jouant, on apprend à compter, etc. Mais il faut aussi aimer cela. Il faut vraiment se sentir investi d'un message, d'une mission, d'un apostolat carrément. Et nous avons déjà, aux premières générations de l'islam, à l'époque déjà même du prophète, il y avait le Koutab, il y avait des écoles. Et lui-même enseignait à Mirdas comment parler, comment traiter les enfants, comment il ne fallait pas frapper, ce que nous appelons ta'dib, etc. Nous avons aussi, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, où ça prenait vraiment de l'importance et où l'instituteur était rémunéré par le trésor public, ce qui était une première en la matière, parce que généralement c'est quelque chose qui ne relevait pas du tout, c'était même pas un métier enseignant. C'était quelque chose de si rare, et puis l'enseignant, il pouvait vivre de n'importe quoi. Elle n'était pas précaire, sa situation à l'enseignant? Non, pas du tout. Il y avait à Médine, les élèves avaient des temps où ils allaient à l'école, c'était le matin, et après la prière de Dohr, après que le soleil ait quitté sa position de zénith, et même que quand Omar ibn al-Khattab est revenu du Cham, alors que les gens étaient sortis pour aller à sa rencontre sur pratiquement un jour ou une journée et demie de marche, au retour les élèves étaient tellement fatigués que Omar ibn al-Khattab a décrété que les enfants devaient avoir 2 jours par semaine où ils n'allaient pas à l'école parce qu'ils devaient jouer aussi, et c'était le jeudi et le vendredi.
Les enfants commençaient, selon certaines sources, certains commençaient l'école dès l'âge de 4 ans. Mais ça devenait vraiment une sorte d'obligation à partir de 7 ans, généralement. Cela dit, il y a des pays qui se sont, je ne sais pas s'ils se sont inspirés de ce modèle de l'islam, ou s'ils ont réfléchi par eux-mêmes, mais le Japon, par exemple, après Hiroshima-Nagasaki, a fait que le salaire le plus important du pays était celui du professeur. Il était mieux payé qu'un ministre. Parce qu'il fallait des compétences pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre le savoir. Et là, franchement, quand vous avez, surtout à l'heure actuelle, nous vivons dans des sociétés de consommation, où le paraître est très important, le rang social, le statut, etc. Ma foi, ces métiers auraient été gratifiants sur le plan pécunier. Honnêtement, il y aurait eu beaucoup de concurrence quant à devenir professeur et on n'aurait eu que les meilleurs. Même si le programme n'est pas du tout adapté pratiquement à la situation algérienne. Mais là, il est arrivé un moment où ce métier a été tellement dénigré que... Même si le programme n'est pas adapté, pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je pense que le programme, surtout celui du primaire, le programme tel qu'il est conçu, tel qu'il est servi aux élèves, ne peut que concourir à les abrutir. S'il y a des spécialistes qui veulent venir ici en discuter, on en discutera. On a une spécialiste avec nous, justement. On a une spécialiste qui a quitté l'école parce qu'elle-même a trop subi. Elle peut en parler. Est-ce que, justement... Effectivement, oui. Déjà, en parlant des manuels scolaires, par exemple au lycée, il y a un dysfonctionnement total entre le programme qui est, j'allais dire, assigné par la tutelle et la nature des textes qu'on met à la disposition des élèves et à notre disposition également. C'est-à-dire il y a des professeurs, et là on revient sur la question de l'enseignant, j'allais dire, qui a de l'expérience, l'enseignant, j'allais dire, ancien, qui connaît parfaitement le programme, il peut j'allais dire, prendre des décisions dans le sens où, allez, je ne vais pas utiliser ce livre-là, je vais ramener d'autres textes qui sont adéquats, d'autres textes qui sont d'actualité et je vais les travailler avec les élèves. Mais j'allais dire, est-ce que les autres enseignants, est-ce qu'on a pensé aux autres enseignants, les nouveaux? C'est là que je vous dis un travail énorme de formation. Les enseignants nouveaux, ils ne peuvent pas prendre ce genre de décision. Ils sont contraints de suivre le programme, ils ont peur des inspecteurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les inspecteurs, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à décrocher. C'est-à-dire, voir ce texte-là, il ne convient pas. Allez, je ne le fais pas. Je fais un autre texte. Et les élèves... Mais il a le droit de prendre cette décision, un enseignant? Oui. Le manuel scolaire, j'allais dire, c'est un manuel, ce n'est pas le programme. Mais c'est-à-dire, ce qu'on nous demande, ce qui est assigné dans les programmes, et ce que nous avons comme texte, comme exercice sur le manuel, c'est complètement inadéquat. Voire même, parfois, on peut prendre la décision de ne pas utiliser le manuel scolaire. Je parle du lycée. Et par exemple, première AS... C'est pareil au primaire. Oui, je le dis. Le manuel scolaire de première AS, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce livre-là. Il faut le revoir. Il faut le revoir. Alors, le livre de deuxième AS, n'en parlons pas. Le livre de deuxième AS, il ne répond pas du tout au programme. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Et il faut revoir tout ça. Le livre de terminale, c'est-à-dire une petite évaluation, il a été quand même assez bien fait. Mais les deux autres niveaux, ça laisse vraiment à désirer. L'élève s'ennuie, il ne se retrouve pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'allais dire, il y a beaucoup de choses à dire, il ne faut pas oublier qu'il y a l'hétérogénéité des niveaux, on sait même de la même classe. Il y a certains textes qu'on peut traiter qu'avec 2 ou 3 élèves, dans une classe de 50 par exemple. Le reste, c'est des extraits de journaux, c'est des livres, c'est des textes beaucoup plus très compliqués, c'est-à-dire qui ne correspondent pas du tout au profil programme. Mais pourquoi? Mais c'est pas logique. Pourquoi prend-on ce type de texte pour des élèves qui ne sont pas capables, qui n'ont pas les acquisitions nécessaires pour pouvoir traiter de ce type? C'était notre, j'allais dire, problématique numéro 1
lorsqu'on faisait nos séminaires avec nos inspecteurs, on n'a pas cessé de relever ce genre d'anomalies dans les manuels et tout. Enfin, j'allais dire jusqu'à présent, depuis 2008, on travaille sur les manuels. Vous êtes invité lors de la conception de ces manuels? Non, on a été invité une fois, mais c'était pas vraiment très intéressant. C'était beaucoup plus pour nous informer qu'il y a eu des changements et tout, mais c'est un travail, je pense, qui se passe entre inspecteurs beaucoup plus. L'enseignant, il n'est pas au cœur de tout cela. Pourtant, l'un des slogans de l'éducation, c'est « on recherche la qualité ». Oui. J'allais dire, on a pris des décisions. Personnellement, je vous le dis, hein, le livre de première AS, je ne l'utilise pas. Et je m'assume. Le livre de deuxième AS, je ne l'utilise pas. Et je m'assume. J'ai même eu, quand j'étais, avant de prendre ma retraite, j'ai eu même une réunion, j'ai enclenché une réunion avec les parents. Et ça, je me souviendrai toute ma vie, parce que c'était une décision très lourde à prendre. Parce que vous savez, les parents, quand ils achètent des livres pour leurs enfants, ils se soucient pourquoi leur enfant n'utilise pas le livre. C'est clair. Donc, il fallait enclencher des réunions et heureusement qu'on avait des directeurs qui étaient vraiment à l'écoute. On avait enclenché ce genre de réunion et on a informé les parents c'est-à-dire qu'on allait s'assumer, qu'on allait faire des tirages, qu'on allait présenter à leurs enfants des textes, d'autres types d'exercices, d'autres batteries d'exercices que celles qui figurent déjà sur leur manuel scolaire. Et ça a marché, alhamdoulilah. Mais tout ça, c'est du travail. Oui. Donc déjà, on a évoqué donc, le problème des manuels, le problème des enseignants, je veux dire de la formation des enseignants. Vous avez évoqué aussi la question des classes bondées. C'est vrai que la scolarisation massive, c'est quelque chose de bien. Mais une classe qui est de 50, de 50 ou de 40 élèves, c'est pas possible. Il est quasiment impossible de trouver une formation de qualité. Bien entendu. Je veux dire, on est là, franchement, dans le discours et c'est tout. En fait, il y a les normes internationales. Ce que dit l'UNESCO, généralement, c'est une classe de 15. Pour 15 ou 20, je crois. Si ça, on le trouve que dans les classes privées. Que dans les pays scandinaves. Que dans les classes privées, non. Pour pouvoir appliquer cette nouvelle ici en Algérie. C'est dans les classes 15 privées, oui, 15, des fois moins. En fait, dans l'école publique, c'est vrai que généralement, quand on se base à la logique des nombres, c'est-à-dire que l'arithmétique, l'éducation nationale, c'est le deuxième budget après la défense. C'est un budget conséquent. À un moment donné, c'était le premier. Quand on parle du principe, plus de 700 milliards de dinars, est-ce trop? Est-ce peu? C'est vrai, c'est-à-dire qu'on a un système, vous avez évoqué le chiffre, 9 millions d'élèves, plus de 550 000 personnels, dont 90% c'est des enseignants. Oui. C'est des enseignants, des inspecteurs, c'est l'encadrement pédagogique en fait. Tous les économes et tout ce qui s'ensuit. Là, en fait, avant de parler du chiffre, il y a un élément qui est fondamental quand on parle de la place de l'éducation au sein d'une société. Parce que je vais vous dire juste ce que vient de me dire le réalisateur, Boukarayata, il me dit il faut plus d'argent. Là, on est en train de parler quand même d'un budget annuel de 789 milliards de dinars. C'est conséquent. Oui, c'est énorme. Le problème, ce n'est pas uniquement l'argent. C'est le problème, c'est-à-dire quand on parle de l'éducation nationale, on parle de la santé, on parle de la défense, le tourisme, l'industrie, tout ce qui s'ensuit, on parle de politique publique. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs, il y a des moyens à mettre en œuvre. Quand on parle d'éducation nationale, cela est lié intrinsèquement à un projet de société. Qui dit projet de société, c'est-à-dire qu'un problème au cœur de le projet de la société, c'est-à-dire que la ressource humaine. 750 milliards de dinars, est-ce suffisant? 789. 89 milliards de dinars, est-ce suffisant? Doit-on doubler pour arriver à un enseignement de qualité? Le problème ne se pose pas uniquement en termes de ressources, il se pose plus en problème Vous y répondez après à sa question. D'objectifs assignés, de finalité, et troisième élément qui n'est pas des moindres, de la manière d'utiliser ces ressources. Parce que quand on parle généralement de 789 milliards de dinars, le plus gros c'est le budget de fonctionnement, à savoir notamment le traitement des salaires. Le traitement des salaires qui... Je pense que c'est à 60%. 60%, des fois dans certains secteurs c'est 70%. Ce n'est pas normal, c'est-à-dire quand un secteur oriente, consacre plus
le plus gros de la masse, ce qu'on appelle du budget, vers la masse salariale. C'est tout à fait normal, on a une masse salariale pléthorique. Et les enseignants continuent de demander plus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous demandez plus. Quand on parle de salaire, ce n'est pas uniquement le problème de salaire, c'est le problème de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, Le problème de pouvoir d'achat. Vous donnez... En fait, vous demandez plus alors que l'inflation augmente Tout à fait. tout à fait. temps, Vous donc, demandez, vous allez doubler les salaires. C'est inversement Ça veut dire proportionnel. que ça va entraîner un effet de boule de neige. La santé va demander, l'enseignement supérieur, toute l'administration, les collectivités, tout le monde va demander. On a un système de fonction publique qui est plus de 1 300 000, 1 400 000 fonctionnaires. Et ça va créer un effet de boule de neige. Deuxième élément, comme je viens de le citer, ce n'est pas le fait d'augmenter les salaires. Augmenter les salaires, c'est tout à fait légitime. Mais le problème de pouvoir d'achat. La dernière augmentation qu'il y a eu, c'était en 2010. Les salaires ont été augmentés, voire même doublés. On est arrivé à des salaires qui étaient très importants. Est arrivé à avoir, de dire finalement, la gérée du Quel est le salaire moyen? Je pense que c'est de 32 000, 35 000 dinars. 32 000, 35 000 dinars. 32 000, 35 000 dinars en 2010, ce n'est pas 32 000, 35 000 dinars actuellement. Donc, il y a un problème de rationalisation et de réorientation de façon rationnelle des dépenses. Excusez-moi juste parce que franchement, je suis un peu choquée de 35 000 dinars pour quelqu'un qui commence. Oui. Au niveau Qui de quel débute cycle? dans le cycle secondaire, par exemple. Secondaire, oui. D'accord. Et ce salaire reste fixe pendant, enfin, hormis les petites augmentations annuelles. Les échelons, Les échelons, l'ancienneté, c'est en fonction des échelons. les Sinon, primes le Ce salaire ne reste pas le des même. augmentations conséquentes. D'accord. de Je peux vous salaire. poser approximativement Allez-y, votre oui. retraite, elle... Elle est de 49 000 dinars. D'accord, au bout de 25 ans. Oui. Très bien. Non, c'est dire Vous qu'en pouvez fait, continuer. on a les dernières augmentations, c'est-à-dire qu'ont été siphonnées par l'inflation. À tous les niveaux. Ce n'est pas uniquement l'éducation nationale, ouais. c'est à tous les niveaux de la fonction publique, même dans le secteur économique. La vague des augmentations qu'il y a eu en 2010-2011 a été siphonnée par l'inflation progressive. Les économistes le disent de manière générale, quand il y a une augmentation de cette ampleur, ça entraîne inévitablement de l'inflation. C'est-à-dire que maintenant, bien entendu, un enseignant, la plupart se rabattent sur les cours privés. Quand on parle de dire qu'il faut mettre un terme définitivement au cours privé, pour moi, c'est de l'illusion, c'est une chimère. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des enseignants ont été contraints à recourir au cours privé, même si cela se fait au détriment de leur santé, parce que à la fin du mois, ils n'arrivent pas pour boucler les fins de mois. Donc, je le redis, ce n'est pas de dire que 789 ou 1500 milliards de dinars qui est très important, c'est de comment les utiliser, à quelle finalité. Là, je crois que quand on parle de l'éducation, quand on parle de la santé et l'enseignement, on parle de la ressource humaine. C'est un choix de société, c'est un projet de société. Quand on parle de politique de développement, l'éducation dans les différents paliers, jusqu'à l'enseignement supérieur qui constitue l'aval, doit constituer la priorité des priorités. Et quand on parle priorité, ce n'est pas uniquement de dire, c'est bien, c'est-à-dire qu'il faut le dire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a des écoles qui ont été construites, il y a des CEA, mais des établissements. Il y a des moyens aussi. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont dispositions. défaites à côté. Non, et pourtant, on accuse les enseignants d'embourgeoisement. Non, ça c'est de la médisance. Non, mais c'est ça ce qui se fait. C'est une accusation publique. En fait, vous savez, nous sommes toujours dans la théorie du tout et enfin l'adepte des théories du complot que je suis vous dira que finalement, soit nous sommes face à un problème d'incompétence, soit nous sommes face à une trahison comme il n'y en a jamais eu dans aucun autre pays. Je tends beaucoup plus pour la deuxième hypothèse. Le problème est que vous avez des gens, alors l'enseignant il va travailler, il n'a pas le cœur à le faire, d'accord? L'élève il est bourré. Je le vois chez ma petite fille, c'est comme si vous preniez quelqu'un et que vous lui bouffiez sa substance. Par moment, ça ne devient plus des révisions, c'est de la torture carrément. Tout à fait. Donc ça. Et puis il m'arrive, je sais pas, moi aussi, il faut que j'ai le temps, il faut que j'ai le moral à cela. Et quand on essaye de détourner un peu le cours pour l'aborder autrement, on voit que
il y a des yeux qui pétillent. Donc oui, ça c'est bon, là j'ai compris. Et il y a cette aussi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de démission. Les parents envoient leurs enfants. Quand j'étais à l'école coranique, on avait l'impression, pardon. Ça. Non, attendez. Ne dites pas qu'il y a une sorte de démission. Non, ça existe. Dans la mesure, dans la mesure où, écoutez, je pense même à l'école coranique, on avait l'impression que certains parents nous prenaient carrément pour des nounous. C'est-à-dire, on nous amenait des enfants juste pour les garder, quoi. C'est une garderie. C'est une garderie. Et puis on remarque bien que le parent se fiche pas mal de son enfant, est-ce qu'il a appris ou pas. Les enseignants, moi quand je discute avec eux, certains se plaignent, surtout ceux qui ont pris leur retraite il y a à peine quelques années, qui ont enseigné à partir des années 80, ils vous disent que voilà, on nous a, et de manière un peu plus explicite, dit que nous n'avions aucun rôle pédagogique ou aucun rôle éducateur ou éducatif à jouer. Ça veut dire que le professeur, voilà, tu es ici pour apprendre à l'élève, pas plus. Tu n'as aucun commentaire à faire au-delà de ce qui concerne ton métier d'éducateur. Et ça ne marche pas. Et c'est tout, il y a un maillon quelque part qui s'est perdu, ou plusieurs maillons. Et puis là, le budget, je pense qu'il est énorme, même si une bonne partie part dans la masse salariale. Mais combien même vous le doubleriez ou vous le multiplierez par 10, il ne donnera aucun résultat dans la mesure où il est faussé à la base. Ce que je vous dis là, j'ai l'habitude de le dire avec des hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation. Et beaucoup sont d'accord avec ce que je dis. C'est ça le problème, c'est-à-dire que quand vous discutez avec les gens, pris isolément, les bonnes idées ne manquent pas. Mais qu'est-ce qui se passe en haut lieu? Pourquoi ça ne veut pas décoller? Est-ce que l'enseignement, à l'heure actuelle, fait partie des principales préoccupations des gouvernements successifs de l'Algérie? Justement, apparemment, non. Apparemment, non, puisque on avait un haut responsable qui vous dit ce qu'on pourrait faire avec un prix Nobel. Alors là, aller jusqu'à minimiser le prix Nobel, je suis désolé, on a affaire à des gens qui veulent tout, sauf que ce peuple soit vraiment bien formé, bien instruit. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, justement, on a accumulé tout plein de plans d'action, il y a eu beaucoup de réformes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'est-ce qui se passe avec toutes ces réformes qu'on a entreprises dans le secteur de l'éducation? Pourquoi elles ne donnent pas, elles donnent rien? Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de suivi. C'est juste, les idées sont bonnes, mais les idées sont bonnes, il y a des programmes de formation des enseignants, il y a en principe dans chaque établissement on désigne un prof coordinateur, etc. J'en faisais partie, mais j'allais dire il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi de tout ça. On ne va pas, j'allais dire, quand on prend en charge un enseignant, qu'on essaye de former et tout ça. Après, il y a le travail de l'inspecteur qui doit venir valider ce que, par exemple, entre parenthèses, j'ai formé. Et me valider moi aussi. Est-ce que j'étais dans la bonne voie? Même quand on fait un travail de coordination. Mais ce suivi-là, il doit se faire à plusieurs niveaux. On ne peut pas toujours accuser la tutelle de tout. Non. Le suivi peut être aussi fait au niveau de l'établissement lui-même. Mais il faut qu'il y ait une réelle volonté de changement. Même les directeurs d'établissement, il faut vraiment qu'ils se mêlent. Les censeurs, les responsables pédagogiques, ça je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut pour être bien dans un établissement, pour pouvoir travailler à l'aise et tout, dans une convivialité, et il faut vraiment, c'est un tout, c'est un tout. Il y a la question de la responsabilité personnelle qui se pose avec acuité. To be or not to be, ça c'est autre chose. Regardez, il y a des décennies, c'était des parents analphabètes qui envoyaient leurs enfants à l'école. Et ils avaient des enfants, des vraies lumières qui revenaient de l'école. Aujourd'hui, on a des parents lettrés, des parents d'un certain niveau, parfois d'un grand niveau universitaire, qui envoient leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui ont 10 ans, qui ont 11 ans, qui ne savent même pas lire. Correctement. Problème de lecture, oui.
En fait, c'est un problème d'échelle de valeur. Pendant les années 60, les années 70, l'Algérie, pendant les années 60, elle venait sortir de 130 ans de colonisation. C'est 7 ans et demi de guerre pénible avec toutes les conséquences ravageuses qu'il y a eu sur la société algérienne. Mais le taux d'analphabétisme était des plus élevés. On avait des parents analphabètes, mais on nous poussait à enseigner pour la simple et bonne raison parce qu'on y croyait. On se disait que le seul voie de salut, c'est le savoir et la formation. C'est-à-dire que au sein d'une société, il y a une échelle de valeurs. Quelle est la place du savoir au sein de la société algérienne? Pourquoi les élèves, les enfants maintenant, la plupart du temps, quand on va, je vais à l'école, non pas par gaieté de cœur, je le fais parce que mes parents me forcent à le faire. Surcharge des programmes. Ce n'est pas uniquement, je pense que ce n'est pas uniquement la surcharge des programmes, je pense que c'est l'aval. L'amont, il est là. C'est-à-dire quand on parle redonner à l'école, c'est l'être de noblesse. Redonner à l'enseignant, c'est l'être de noblesse. C'est de dire aux enfants, vous êtes obligés d'aller à l'école parce que c'est avec l'école que vous allez apprendre, vous allez devenir des citoyens. Ça, c'est fondamental. L'école, à l'école, on apprend. Il y a un apprentissage qui est dispensé, mais aussi il y a des valeurs qui sont transmises. C'est ça qui est fondamental. Donc le plus important, c'est que au-delà de l'enseignement qu'on leur dispense, au-delà de la formation qu'ils reçoivent des valeurs aussi. C'est-à-dire quand on va à l'école, c'est de dire à l'enfant finalement, l'école a sa place au sein de la société. L'enseignant, il a sa place au sein de la société. Donc il y a cette échelle de valeurs qui place l'école, le savoir, comme un élément cardinal, comme le maillon le plus puissant et non pas le maillon le plus faible. On ne dit pas à quelqu'un, ah, qu'est-ce que vous faites, vous êtes enseignant, c'est bien, c'est mieux que de ne rien faire. Oui. Aller à l'école pour ne pas rester dans la rue. Non, c'est faux. Aller à l'école pour recevoir une formation, mais aussi pour s'approprier un socle de valeurs qui constitue la matrice d'une société. Et ce socle de valeurs, c'est l'enseignant qui est un passeur, c'est à lui de le transmettre. Parce que l'école, le système éducatif n'est que le reflet d'une société. Soit de l'éducateur. Tout à fait, l'éducateur, il reproduit un certain schéma, un schéma égalitariste, un schéma inégalitaire, un schéma stratifié, un schéma discriminant, et que sais-je encore. Donc, à mon sens, que tout cela, la surcharge, les programmes, la situation de l'enseignant et tout ce qui s'ensuit, pour moi, ce n'est que le corollaire, ce n'est que l'output ou l'aval d'un amour qui est fondamental. C'est que voulons-nous faire de l'école? Quelle place doit-on accorder au savoir au sein de notre société? Si on arrive à solutionner, à trouver des réponses à ces questions, le reste, comme le dit De Gaulle, si l'intendance va, tout le reste. Attendez, là, justement, et ça va vous pousser, ça va conduire fatalement à se poser, vous êtes posé la question, je vais la poser autrement, est-ce qu'il y a une réelle volonté en haut lieu, dans les plus hauts sommets de l'État, de faire valoir tout ce que vous êtes en train de dire? Moi, quand j'étudie l'histoire, à un moment donné, quand l'orientalisme est né, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait le succès de ces musulmans? Et quand vous étudiez, je ne sais pas moi, John William Draper, Irving Washington, Hargib, etc., la première chose dont on va vous parler, c'est de tous ces califes qui étaient les protecteurs de la science. Voilà comment on les qualifiait, protecteurs de la science. Ces mêmes califes faisaient tout pour encourager la science, pour encourager le savoir. Le savoir était valorisé. Et dans le savoir, attention, certains pourraient me dire, oui, à l'époque c'était plus facile. Non, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Quand on parle d'un livre à l'époque, il fallait des copistes. Eh bien, on engageait des copistes qu'on payait en fonction peut-être à la page ou je ne sais pas. Mais il y avait des métiers qui se développaient autour de l'enseignement. Et dans l'histoire moderne, si vous étudiez le parcours, j'ai cité tout à l'heure le Japon, mais nous avons aussi l'Allemagne, nous avons les Russes à un moment donné, tous les pays qui les ont copiés. Vous avez les Russes, ils avaient un programme hyper chargé, les enfants étaient le matin en cours de classe,
L'après-midi, ils étaient dans les arts et métiers. Et il y avait, dans ces arts et métiers, il y avait même le cirque et le sport. Vous imaginez. Et en 2004 jusqu'à peut-être 2006, l'Occident s'est rendu compte que les pays de l'Est, par exemple pour les informaticiens, un informaticien de la Tchéquie ou de Roumanie était 10 000 fois mieux formé qu'un informaticien français au bout de 5 ans de formation. Vous imaginez, c'est énorme. Il y a ça, mais même la situation, quand bien même elle serait critique, elle est récupérable. Parce que ce que nous remarquons, si vous allez par exemple dans ceux qui étudient médecine, quand ils sont dans des milieux hospitaliers algériens, là où règne, qu'on le veuille ou non, la médiocrité, ils sont médiocres. Mais si vous allez dans une ville comme Paris, vous n'avez pas moins, au total, vous n'avez pas moins de 15 000 médecins algériens qui exercent là-bas et qui sont excellents. Je connaissais de loin quelqu'un qui était à Babzouar et qui, à un moment donné, dans les années 80, décide d'aller poursuivre son cursus universitaire en France. Il arrive en France. L'élève, c'est un élève assidu, il est intelligent, il est pas bête. Et puis, à un moment donné, il y a son professeur de physique qui lui dit, voilà, dans un module de physique, il dit, il y a un problème avec vous, 4, 5 sur 20, c'est pas bon. Dans la mesure où vous êtes assidu, vous ne vous absentez pas, vous posez des questions, vous comprenez bien, vous n'avez pas l'air bête, alors qu'est-ce qui se passe ? Le professeur décide de lui soumettre un sujet, comme ça, à la volée. Allez, on va faire une série de problèmes ou d'exercices et on va voir. Alors là, comment vous réagiriez? Alors l'autre, il lui dit, bah voilà, tac, 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 il commence à écrire, à calculer, faire ses calculs. En fin de parcours, le professeur lui dit, là, vous avez au bas mot un 14 sur 20. Alors qu'est-ce qui se passe en temps normal? Il dit, vous savez, moi je viens de Babzouar. Et à Babzouar, quand c'était trop facile, c'est qu'il y avait un piège. Alors j'ai tendance à réfléchir de la même manière. Alors je pars je fais des l'éducation par la terreur. Oui. Donc c'est une sorte de porte-à-faux. Et l'autre, il lui dit, on est ici pour vous apprendre, pas pour vous mettre des pièges. Et croyez-moi, cette idée de mettre des pièges aux étudiants, de les acculer, de les massacrer, c'est une tendance aussi ici. Donc vous voyez, c'est un tout, c'est un tout. Mais il y aurait eu réellement une volonté politique dans le pays d'assainir ce secteur. Je vous assure qu'il n'y aurait que des gens qui fileraient droit. Parce que l'autorité, c'est ce qu'elle veut. La question, quelle est la place du savoir dans le système éducatif? Il y a cette notion cette politique plutôt de l'approche par les compétences. Quel est votre avis, justement? C'est-à-dire l'approche en elle-même, on n'a rien à lui reprocher. C'est une approche, j'allais dire, nouvelle pour beaucoup, mais c'est-à-dire dans l'enseignement des langues, on l'appliquait déjà, c'est-à-dire mettre l'élève au cœur du problème. C'est-à-dire c'est l'élève c'est lui le moteur, il doit faire ses recherches, il doit préparer son cours au préalable avant de venir en classe. Tout ça, c'est du bonheur. Mais j'allais dire, elle a ses limites. Elle a ses limites. C'est-à-dire dans une classe où il y a un effectif de 50 élèves, moi je pense qu'on ne peut pas parler d'approche par les compétences. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il faut mettre les élèves en groupe, réduits, pour pouvoir communiquer bien avec eux, pour leur transmettre le travail, d'installer un projet lorsqu'on est en début d'apprentissage. Ça ne rime pas. Tout ça, c'est un dysfonctionnement. Ça accentue les inégalités. Ah oui, et ça accentue les inégalités, effectivement. Parce que déjà, vous savez, maintenant, nos enfants, nos élèves, ils utilisent les moyens informatiques de communication pour travailler, ils utilisent le net, ils utilisent les micros. Est-ce que c'est tous les élèves qui disposent d'un micro à la maison? On ne va pas parler de certaines régions bien précises. On parle, j'allais dire, du fin fond de l'Algérie. C'est-à-dire, cette approche-là, est-ce qu'on peut l'appliquer partout? Est-ce que les élèves peuvent faire des travaux de recherche à la maison? Ce n'est pas évident. Il y a certains parents qui sont francophones, il y a certains parents qui sont arabisés, et il y a certains parents qui aiment bien se mêler au travail de leurs enfants.
il faut le dire. Donc ça crée des disparités, ça crée des inégalités, c'est-à-dire au sein même des classes. Quand on nous ramène le travail par exemple, on voit que cet élève a été vraiment accompagné et aidé par ses parents. Celui-là, il a été livré à lui-même, la recherche elle n'a rien donné. Donc, c'est-à-dire, l'approche en elle-même, on ne peut pas la critiquer. C'est une bonne approche. L'élève, il faut les moyens qui vont avec. Ah oui. Très bien. Oui. Et ma dernière question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour vous tous les trois, est-ce qu'on n'a pas fait sortir le système éducatif de son rôle, justement, éducatif, on l'a fait plonger dans les dédales obscurs de la politique, avec parfois la complicité de plusieurs syndicats, y compris des syndicats des enseignants? Enfin, j'allais dire, la question, elle est un peu délicate, mais moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que toute conclusion faite, c'est que les études deviennent un facteur de stress beaucoup plus qu'un facteur d'instruction. Et ça, je trouve que c'est malheureux. En fait, le secteur éducatif a toujours été l'objet au cœur des enjeux politiques, soit en Algérie ou ailleurs. Les mouvements syndicaux, soit en Occident, dans le monde arabe, en Algérie, ont toujours eu un rôle politique. Il y a toujours une instrumentalisation politique de l'école et tout ce qui s'ensuit. Le problème n'est pas de fait qu'il y ait cet activisme, ce militantisme politique. Le problème, c'est la finalité et la manière de le faire. C'est ça qui pose problème à mon sens. Et de trouver toujours les cadres de concertation et ce qu'on appelle les mécanismes d'arbitrage, d'arriver vraiment à ce que l'école elle soit politisée, c'est tout à fait normal, mais qu'elle ne le soit pas trop. Qu'elle ne soit pas prisonnière de certains enjeux, non pas politiques, mais d'enjeux politiciens. Instrumentalisation. Oui, il y a de l'idéologie, mais justement, il faut arriver à un seuil à un système d'arbitrage qui laisserait l'élève dans une sorte de neutralité qui va le préserver. Tout à fait, c'est préserver l'élève. Mariam Beouzid, Cherif Delis Kamashket, merci pour avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est nous.